Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Comme vous le savez, nous sommes accessibles à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Vous pouvez également nous suivre à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal, et je partage ce plateau avec les juges au siège, Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Comme vous le savez, le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé mardi de suite de blessures reçues au combat contre des rebelles. Un décès qui intervient au lendemain de sa réélection et qui ouvre une période d'incertitude au Tchad. Comment envisager l'après Idriss Déby, lui qui était vu comme un rempart contre le terrorisme et l'instabilité au Sahel? C'est le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et nous avons à la barre ce matin Oumaro Paul Kwalaga. Oumaro Paul Kwalaga, pour ceux qui ne le savent pas, expert en relations internationales, géopolitique et stratégie. Il est également le coordinateur pays de The International Republican Institute. Il sera sur notre plateau. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci. Ce qui a retenu mon attention, c'est à l'issue du conseil des ministres d'hier, deux annonces. La première annonce, c'est l'adresse du chef du gouvernement, donc du premier ministre à la nation. Donc, parce qu'il y a deux discours, il y a le discours de politique générale qui est en même temps son discours d'investiture, mais il y a le discours sur la situation de la nation voulu par les dispositions constitutionnelles. Donc pour nous faire le diagnostic, c'est-à-dire sur la situation de la nation. Bon, Poutine a fait pour lui hier. Donc pour le Burkina Faso, c'est le premier ministre qui le prononce, parce que chaque pays a sa façon de faire. Donc et au niveau du Burkina, c'est le premier ministre. Et donc en mai, le 20 mai, il va là à 10h. Donc on attendra de voir, peut-être qu'à l'issue de ce discours-là, on saura davantage sur le référentiel qui a été annoncé et qui n'a pas encore été sorti pour les 5 ans à venir. Parce que vous savez que ici, le président, le candidat bat campagne avec un programme. Quand il est élu, il écrit un autre document qui peut s'appeler PN, quoi, parce que sous Blaise, il y a eu plusieurs dénominations. Il y a eu d'abord SLP, quoi on appelle ça, CSLP, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Après, on est passé à SCAD, stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD 1, SCAD 2. Après, on est passé à PNDS. Donc il y a un programme d'un candidat avec un thème, et après, paf, ce n'est pas forcément ce programme qui est appliqué, c'est un autre référentiel calqué. Donc on tire certaines substances du programme du candidat devenu président, et on tire également du référentiel commun qui était connu, qui était la stratégie comme la prospective Burkina 2025. Donc on dit que tout est tiré effectivement de ces deux documents-là. Donc il y a un document de référence, donc prospective Burkina 2025 d'ailleurs, qui est presque expiré, et donc et aussi on appelle ça du programme du président. Donc c'est avec ce mixage-là qu'on sort maintenant le référentiel qui s'apparente à un plan quinquennal, bon, pour 5 ans. Donc nous sommes effectivement dans une telle situation, mais donc on attend de voir le prochain référentiel, qu'est-ce qu'il va revêtir? Est-ce que ça va être à l'issue également d'un sommet, d'une table ronde à Paris, ou je ne sais pas moi, mais bref, quoi qu'il en soit, on en saura davantage. Donc de l'État sur la situation de la nation, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à cette situation? Je pense aussi que ce qu'on attend aussi, c'est en termes de perspective. Donc c'est un discours également qui est attendu pour voir les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'il en est, ou bien les 5 ans passés, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est vérifiable également, parce qu'il ne s'agit pas de venir dire on a fait ci, on a fait ci, est-ce que c'est vérifiable? Donc après, c'est le travail de ceux qui doivent vérifier que sont les médias et autres pour confirmer ou infirmer certaines réalisations. Deuxièmement, avant-propos également à l'issue du conseil des ministres d'hier, c'est qu'il y a le Forum national de la réconciliation qui a annoncé, parce qu'il y a un document qui est sorti selon la feuille de route
donné par le chef de l'État au ministre en charge des questions, en charge de la réconciliation nationale, Diefiré Diabré, et donc qui aussi s'est empressé de préciser que ça ne va pas se faire au mépris de la vérité et de la justice pour assurer les uns et les autres, parce que quand les uns et les autres entendent la réconciliation nationale, ils se demandent est-ce que donc rapidement ça a été informé. Donc il y a ce travail là, donc déjà on commence à voir, peut-être c'est vrai qu'on n'a pas le contenu, mais on commence à avoir une idée de comment est-ce que les choses vont évoluer en ce qui concerne la réconciliation nationale. Mais c'est déjà bien que le Burkinabé sache qu'il y a quand même une petite direction qui se signale, parce que jusqu'à présent c'était des consultations et des rencontres tous azimuts. Merci, juge Bougma. À présent, nous allons écouter les avant-propos du juge Geoffroy Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner un article très excellent que moi j'ai lu sur le Faso.net. On l'avait abordé ici à demi-mot, avec notamment la présentation de jeunes qui avaient été donc retrouvés en Côte d'Ivoire, qui étaient donc des victimes de trafic. Et je disais qu'en la matière, il ne faudrait pas regarder souvent très loin, parce que sous nos cieux ici, on s'est accoutumé d'une certaine réalité, alors que à la vérité c'est aussi un trafic, donc trafic de mineurs. Et le reportage, ça concerne la gare de l'Est, qui est un vaste marché où transitent de milliers et des milliers de filles qui ont pour destination les ménages qui sont les nôtres. Et la triste réalité, c'est l'âge, et puis ce que parfois les parents même ne soient pas vraiment informés de ce qu'est le projet de leurs enfants, qui se retrouvent quelquefois dans des situations assez difficiles. Et quand vous lisez l'article, il est relaté le cas d'une fille de 15 ans, une autre fille de 13 ans, de certains messieurs, parce que quoi qu'on dise à l'intérieur, ceux qui le tiennent, c'est beaucoup plus des hommes. On parle d'un monsieur qui s'appelle Yaba et qu'on appelle comme ça, et qui lui, je pense, exerce le métier depuis pratiquement une quarantaine d'années. Sur chaque fille qui est placée, il a 5 000 francs, et puis bon, il y a des retours aussi sur certaines commissions et autres. Donc c'est quelqu'un qui est très bien connu et qui a, comme ils disent, habillé avec de grosses poches dans lesquelles vous voyez de gros billets qu'il exhibe souvent parce qu'il fait de la monnaie et tout, parce qu'à chaque fois il place quelqu'un, comme si c'était un genre de trafic normal. Et là-bas, quand vous y allez, c'est un autre univers. J'ai dit c'est très intéressant parce que souvent pour le marketing politique, on présente un certain nombre d'éléments, alors que sommeil sous nos yeux des réalités qui sont plus dures, qui sont à votre charge, et qui, si vous êtes aussi outré par ce qui est en train de se passer, vous devrez être aussi ému par ce qui est là et qui a pion sur rue. Je crois que c'est très important, c'est à lire sur le Faso.net. C'est pas une pub que je fais, c'est un beau travail que des confrères ont fait, et je voulais le mettre en exergue. Merci pour cette interpellation. Merci également à Juge Bougma pour les clés de lecture concernant justement ces deux grandes décisions prises pendant le Conseil des ministres. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la lutte contre le terrorisme et surtout à l'après Idriss Déby. Et notre convoqué du jour est Oumaro Paul Kwalaga, expert en relations internationales, géopolitique et stratégie. Il est également coordinateur pays de International Republican Institute. Bonjour et une fois de plus, merci d'avoir honoré notre convocation. Bonjour, c'est un plaisir partagé. D'accord. Alors c'est vrai que on l'a dit, aujourd'hui Idriss Déby n'est plus. Il y a une phase de transition qui s'ouvre du côté de N'Djamena. Ce qu'on retient, c'est qu'au-delà des menaces internes, le Tchad aujourd'hui est sur plusieurs fronts, lutte contre Boko Haram, lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone des 3 frontières, dans le cadre justement du G5 Sahel. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe et la réalité tchadienne, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait un changement de tendance aujourd'hui, que le Tchad se replie sur lui-même, notamment pour s'occuper de ses problèmes internes? Évidemment, vous avez raison. Le Tchad, en tant que pays, fait partie, j'allais dire, des acteurs majeurs, j'allais dire, dans l'arc sahélien, et notamment dans la lutte, comme vous l'avez dit, contre le terrorisme, bien sûr aussi contre d'autres types de criminalité. Je parle de criminalité transfrontalière organisée.
Donc évidemment, quand on regarde aujourd'hui avec la disparition d'Idriss Déby, c'est tout à fait légitime qu'on s'inquiète, parce que vous l'avez dit aussi, le Tchad doit faire face, j'allais dire d'abord à ces problèmes internes, notamment une rébellion qui n'a pas certainement dit son dernier mot, qui peut certainement profiter de cette situation pour évidemment peut-être continuer à avancer, j'allais dire son agenda. On n'a pas encore fini de décrypter, de voir les dessous des cartes justement de cette offensive de la rébellion tchadienne. Et à titre de rappel, on le sait, c'est pas la première fois et qu'il y a des acteurs quand même qui connaissent très bien le dispositif. On sait que l'homme, pour parler de lui, il est aussi important. C'est quelqu'un qui a pratiquement fait tout ce qu'on sait, j'allais dire, de sa classe. Il a dit lui-même quelque part, toute sa jeunesse, il a consacré à la guerre. Donc quand on a un chef d'État de cette trempe, de cette envergure, et qui aussi avait, j'allais dire, dans cet arc sahélien, notamment, je vais dire au niveau militaire, mais aussi au niveau diplomatique, qui avait un certain nombre d'entrées, qui avait des alliés, c'est vrai, et qui constituait quelque part un appui pour les acteurs. J'allais parler notamment des États, mais aussi des organisations internationales qui savent plus ou moins qu'aujourd'hui les forces combattantes, j'allais dire l'armée tchadienne, quoi qu'on dise sans forcément dire que les autres ne sont pas méritants, sont beaucoup plus aguerris, j'allais dire, dans cette lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, avec cette disparition, et au même moment avec la question de la rébellion et d'autres j'allais dire dynamiques, on le sait aussi bien avant, qui ont certainement j'allais dire favoriser cette énième rébellion, ce sont les dissensions à l'interne au niveau des acteurs politiques. Donc autant d'éléments effectivement qui en l'espace d'un temps doivent être j'allais dire résolus, mais une fois de plus il faut faire confiance certainement aux acteurs de toutes tendances confondues, qui seront certainement peut-être mettre l'intérêt d'abord du Tchad en avant certainement des intérêts personnels, des agendas cachés et certainement aussi peut-être des intérêts égoïstes. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire d'entrée de jeu. Donc c'est une disparition, c'est clair, ça va forcément changer le puzzle, peut-être pas fondamentalement dans tous ces fondamentaux, mais il y a qu'une réorganisation forcément attendue, mais aussi il faut aussi compter sur j'allais dire la maturité aussi des armées africaines. Je crois que c'est un gros défi pour moi qui est lancé à ces armées-là, qui doivent aussi survivre des personnalités, qui doivent suivre des hommes et qui doivent faire preuve aussi, j'allais dire depuis quelques années, j'allais dire qu'on a habitué un peu à cette menace, on a pris de la mesure de la menace, et si on n'arrive pas justement à survivre après le départ d'Idriss Déby, je pense que ça poserait véritablement le problème, j'allais dire, de ce qu'on a envisagé depuis longtemps, l'appropriation de la question sécuritaire, j'allais dire par les Africains eux-mêmes et notamment par les Sahéliens. D'accord, c'est vrai qu'il y a la question sécuritaire, mais est-ce qu'on ne risque pas justement d'avoir une crise sécuritaire doublée d'une crise politique, parce qu'aujourd'hui il y a l'opposition qui donne la voix, qui demande au respect de la Constitution, notamment que cette transition soit gérée par le président de l'Assemblée nationale par exemple. Est-ce que ce n'est pas une crainte aussi à envisager? Oui, je crois que je l'ai dit à mi-mot. Je disais qu'il y a aussi plusieurs équations qu'il faut rapidement résoudre. Donc la question sécuritaire, elle est bien là. Justement, c'est ce qu'on met à l'avant. Mais il y a des dissensions internes entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs, j'allais dire politiques, mais aussi les acteurs prenant de façon plus large les communautés, parce qu'on sait que au Tchad, c'est aussi une division des communautés. On sait que le président, on lui reprochait certainement le fait d'avoir favorisé une certaine communauté, et que même au sein de cette communauté, appellera sa famille, qu'il y avait même des dissensions sans pour autant parler des autres communautés. Donc je disais que l'ensemble des acteurs doivent se retrouver, parce que s'ils sont conscients qu'aujourd'hui, dès le débat d'Idriss Déby, on parle de transition, à la limite, j'allais dire, est-ce que aujourd'hui, si on réfléchit très bien, on pourrait se demander, quelque part, on ne peut pas s'empêcher de se demander si les choses telles qu'elles sont allées très vite, si ça n'avait pas été à la limite préparé. Parce qu'en général, avec une disparition brutale, j'ai dit subite, on aurait pu tergiverser. Mais là, une fois, peut-être qu'il y a encore quelques espoirs, parce qu'on a senti, en tout cas dans les premiers moments, même si après, peut-être que les acteurs politiques, comme vous le disiez, ont pris le
temps d'abord peut-être de prendre un peu de recul, et j'espère que ça puisse aller dans le sens justement de comprendre que le Tchad compte dans cet arc sahélien, que le Tchad dans cette communauté internationale, notamment dans la lutte contre le terrorisme, est un acteur majeur, et que si on doit mettre des intérêts partisans, des intérêts individuels égoïstes, de certains agendas, qu'on risque finalement de faire éclater ce verrou dont on sait très bien que le Tchad, quand même, vous l'avez dit dans votre introduction, est à la fois sur plusieurs fronts, et que finalement, pour que les uns et les autres puissent, j'allais dire, bénéficier ou faire avancer, j'allais dire, leurs propres intérêts, il va falloir d'abord que l'État tchadien existe. Je crois que c'est sur cela qu'on attend ces acteurs qui seront peut-être, à un moment donné, à l'image de certains pays, je prends peut-être l'exemple du Burkina, c'était pas très évident, qui se retrouvent justement autour, j'allais dire, de discussions, j'allais dire, franches et sincères, avec des concessions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour voir dans quelle mesure, comment est-ce que chacun essaie, évidemment, de faire avancer ses intérêts, mais de converger vers des intérêts satisfaisants, mais pour garder, j'allais dire, en ligne de mire l'intérêt du Tchad d'abord, pour sa stabilité, et après la stabilité régionale, et beaucoup plus loin peut-être pour la stabilité de la communauté dans cette lutte contre le terrorisme international, aujourd'hui qui est un gros défi pour l'ensemble de la communauté internationale. Juge Va. Oui, c'est clair que quand on regarde ce qui est en train de se passer au Tchad, on se demande forcément où est-ce qu'on va aller, parce que vous voyez que même si très vite l'armée a tout fait pour que rien ne lui échappe, vous verrez que il y a quand même une classe politique qui n'a pas attendu maintenant pour montrer son désaccord avec un système, parce que le problème ici c'est la question d'un système, et même avec ce qu'on a comme CMT là-bas, c'est rien d'autre que le prolongement d'un système qui est celui Déby dont la tête a été coupée. Donc il y a une classe politique qui vomit forcément tout ce qui est en train d'être proposé. Vous l'aurez vu, il y a eu une rencontre hier qui a réuni que ce soit les partis qui comptent, tout comme les petits partis, mais qui disent ne pas être d'accord avec la façon dont les choses sont en train de se faire. Même vous verrez la société civile aussi emboîte le pas pour marquer clairement son désaccord face à ce qu'ils ont appelé un coup d'État, et ce n'est pas peu que de le dire, c'est ce qui s'est passé, parce que la constitution tchadienne elle est claire en ces points. Je pense qu'il y a l'article 16 qui dit clairement que lorsque le président, on est dans la situation dans laquelle on est, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le relais, et je pense qu'il y a un délai minimum pour organiser les élections, il y a un délai maximum, donc tout ça, ça a été foulé au pied. On a suspendu les institutions et on a décidé de prendre une charte, et aujourd'hui on revient dans une décision qui demande au ministre encore d'assurer les affaires courantes jusqu'à ce qu'on mette en place un certain nombre d'éléments. Donc ça paraît même illogique. C'est-à-dire en même temps, et je suis d'accord avec Ouallaga, on a l'impression qu'il y a une certaine préparation, et donc on se pose la question de savoir est-ce que la tête qui a été coupée, il n'y a pas derrière comme un complot, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fomenté, mais en même temps aussi, quand vous voyez la façon dont aux dernières heures les décisions sont en train d'être prises, vous sentez une certaine impréparation face à cette situation-là. C'est normal, parce qu'ils sont dans une incertitude qui est quand même assez profonde. Mais je pense que le plus important, et ce qui sera déterminant, c'est la question aussi ethnique. C'est vrai que souvent, il y a l'Occident qui le brandit, et nous on le refuse, mais c'est souvent très fort dans les débats que nous avons dans nos nations. On parle des Agawa, vous savez très clairement comment aussi Idriss Déby est venu. C'est bien Hissène Habré qui à un moment donné aussi était très dur avec ce peuple-là. Déby qui a tenté son coup d'État, ça n'avait pas marché, il a fui, il allait en Libye, il a eu le soutien de Mohamed Kadhafi qui lui aussi voulait libérer certains prisonniers qu'il avait au Tchad. Il est parti au Soudan, il a pu former ce qu'il avait comme troupe, s'armer avec l'aide de Kadhafi, et puis il est descendu, il a pu faire sauter Hissène Habré. Mais en même temps, il a inversé la tendance, parce que son ethnie qui était fortement asservie, aujourd'hui il en a fait l'élite au sein d'une armée, dans une autre armée, et on va dire c'est eux qui sont vraiment les plus à l'aise. C'est-à-dire que quand on vient quelquefois, on copie et on fonctionne comme
le prédécesseur et on continue de perpétuer ce qu'on lui a reproché. Et donc vous allez comprendre, même quand vous prenez les facts par exemple, ils sont composés en majeure partie, c'est-à-dire ceux qui, selon les versions qu'on a aujourd'hui, ont pu avoir la peau d'Idriss Déby, sont constitués en majeure partie de l'ethnie de Hissène Habré. Donc vous comprenez qu'à l'intérieur, il y a toujours ça qui continue d'exister. Donc je veux dire, il y a des problèmes profonds déjà au Tchad, il y a des dissensions fortes qui doivent être discutées, notamment avec une démarche qui soit inclusive, notamment deux partis politiques qui ont été exclus de la course, qui a vu la victoire de Déby. Les débits de nos pères, on dira comme ça, mais il faut arrondir les angles. Maintenant, il y a une France aussi, vous savez, partout, nous sommes des anciennes colonies, hein, donc il y a un jeu qui est en train d'être joué. Et quand vous regardez, on s'émeut plus de la disparition et on se refuse à aborder et à se positionner face au coup d'État qui est en train de se faire. Vous prenez même notre Union africaine, regardez, c'est-à-dire que la promptitude avec laquelle on a, par exemple, voulu que les choses reviennent à la normale au Mali, je ne pense pas qu'on soit dans la même dynamique avec le Tchad. Parce que tout le monde aussi est mal à l'aise. Quand vous regardez, Déby, c'est ça le problème des faiseurs, non pas de faiseurs de rois, c'est ça le problème des rois. C'est-à-dire que tout est lui. Il cristallise tout et quelquefois, on ne pense pas quand il sera pas là, qu'est-ce qui se passera. Déby, quand il voulait accompagner la lutte contre le terrorisme, il ne demandait pas à son Assemblée nationale. Déby a décidé, il envoie ses hommes. Déby est content, il fait ceci. Donc c'était ça en fait. Donc aujourd'hui on est face à une situation où on a vraiment coupé la tête et il y a un serpent qui est en train de... On ne sait pas vers où ça va aller. Et je pense que tout le monde tout le monde n'a pas vu venir. Bon, la plupart de ces personnes n'ont pas vu venir, mais je pense aussi qu'il y a ça subé sur un certain nombre d'éléments. Il y a un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Maintenant, il faut que ceux qui sont les chantres depuis un certain temps, qui disent que pas de militaires au pouvoir, aient au moins le courage de dire un certain nombre de vérités. Et au moins les obliger à une vraie inclusion dans la gestion de l'après-Déby. D'accord. Juge Bourma. Bon, j'ai une question, juste un petit commentaire avant de poser ma question à M. Koualaga. Bon, on s'est habitué au niveau de l'Afrique à nous accommoder de coups d'État comme Macky. Au lendemain de l'insurrection populaire au Burkina, si on va aller dans le fond, les choses ne se sont pas passées selon les dispositions constitutionnelles par rapport à la succession du président Blaise Compaoré, qui a évoqué des dispositions constitutionnelles pour démissionner. Le Mali, on a également maquillé que c'est un départ assisté. Donc on a accompagné aussi un coup d'État. Donc au Tchad, on risque également de nous accommoder avec donc c'est la nouvelle trouvaille en fonction des réalités. Bon, on habille et puis bon, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un constat que je fais. Je peux me tromper de lecture, mais en tout cas, c'est le constat qui est là implacable. Maintenant, par rapport au Tchad, j'ai une question parce que vous aviez dit que effectivement, il appartient aux armées africaines, surtout dans cette zone sahélienne, de s'organiser pour pouvoir faire face aux questions de terrorisme, parce que on a l'impression que les gens sont affolés. Déby est parti, c'est comme si c'était les Captombes. C'est vraiment, quand on lit certains commentaires, ben, c'est comme si déjà, bon, Déby n'est plus, les terroristes sont à nos portes. Alors la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de peur liée au départ de Déby dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Ben, évidemment, vous savez, on a fait quand même, ou en tout cas l'image qui a été projetée, même si quelque part il faut relativiser, on a fait de l'armée tchadienne vraiment une armée très aguerrie, avec des combattants qui ne lésinent pas et qui sont habitués à un certain nombre de théâtres d'opération, qui sont très expérimentés, j'allais dire, qui ont commencé, j'allais dire, cette lutte-là par rapport aux autres armées qui sont aujourd'hui, j'allais dans le dispositif, parce que eux, on l'a dit, ils étaient sur plusieurs fronts. Ils connaissent le Soudan, ils connaissent la lutte contre Boko Haram, pour ne citer que ces exemples. On sait aussi qu'en 2012, avec l'offensive, j'allais dire, sur la rébellion Touareg à l'époque, il a fallu cette armée tchadienne qui vienne pendant que les armées de la CEDEAO étaient en train de se réunir. J'allais dire que ce soit au niveau du commandement, soit les acteurs politiques. On a vu le ouf de soulagement qu'a apporté cette armée qui est venue et qui, à la limite, a, j'ai dit, rivalisé d'ardeur avec, à l'époque,
l'opération Serval pour pouvoir, j'allais dire, contrer cette menace. Donc c'est dire que dans l'opinion publique et dans l'imaginaire, ça c'est pas fait de l'injure. On s'est dit aujourd'hui que cette armée, elle compte, et beaucoup d'exemples comme ce que je venais de donner tout à l'heure indiquent cela et amènent les gens plus ou moins à s'affoler. Mais en réalité, c'est pourquoi je disais aussi que c'est un gros défi qui est lancé aux autres armées africaines, notamment aux armées burkinabé, nigériennes, mais aussi aux armées maliennes, surtout que aujourd'hui, si on prend, j'allais dire, au niveau des 3 frontières, on sait qu'aujourd'hui, on attend beaucoup plus des armées burkinabées quand on sait aujourd'hui la situation que vit le Mali, et dans une moindre mesure, le Niger, déjà, avec le changement, je veux dire, à la tête de ces pays, on a un président du Faso aujourd'hui qui a une double ou triple responsabilité déjà, parce qu'il est plus, je veux dire, présent, et qu'aujourd'hui, avec la disparition d'Idriss Déby, j'allais dire au niveau du G5 Sahel, il reste là celui qui doit beaucoup plus non seulement exprimer davantage son leadership par rapport à cette situation. Je crois que c'est une opportunité, mais également aussi nos armées de montrer qu'en réalité, même si les armées ou l'armée tchadienne est réputée être une armée, j'allais dire organisée, on l'a dit, mais la question aussi, si on la pousse un peu plus loin, quand on creuse davantage, quand on interroge un certain nombre de leviers par rapport à cette armée, il y a quand même des choses à redire. Mais dans l'opinion, il est tout à fait normal aujourd'hui qu'on soit affolé. C'est déjà la première explication. Il n'y a pas très longtemps aussi, je crois que le débat était revenu au Burkina où on avait, peut-être que c'était une légende, une réalité, et c'est un peu comme cela. Donc quand vous vous projetez avec un chef d'État comme Idriss Déby qui ne manquait pas d'aller au front et qui lui seul incarnait, si vous voulez, la dynamique, la perspicacité de cette armée, de tout ce qu'il y a comme élément qui l'accompagne, il est tout à fait normal qu'on estime aujourd'hui que après son départ, qu'il y ait une certaine désorganisation. Mais je vais dire, sachant raison garder, je crois que les autres armées également ont pris la mesure de la menace. C'est vrai que peut-être c'est pas encore, je vais dire, comme on s'est dit, parce que n'oublions pas que c'est pas une lutte contre une criminalité, j'allais dire qu'elle soit organisée ou une petite criminalité, mais c'est une lutte de longue haleine contre un phénomène qui est insaisissable. Je crois que depuis le début de la menace, nos armées ont lutté quand même, je vais dire, à travers, j'allais dire, des formations, mais aussi des regroupements, ensemble, un certain nombre de dynamiques. Ils ont aussi plus ou moins eu un certain nombre j'allais dire d'éléments qui aujourd'hui permettent à ces armées-là de pouvoir. Et donc je disais, au risque de me répéter, que c'est un gros défi et je crois qu'on les attend fermement. Aujourd'hui, il y a eu des informations qui restent certainement à confirmer qu'un certain nombre de combattants ont replié, j'allais dire, au niveau, j'allais dire, du Tchad pour essayer justement de parier à l'avancée des rebelles. Donc, pour moi, en résumé, ce n'est pas que ce n'est pas une armée très professionnelle, on ne dirait pas qu'elle n'est pas expérimentée, mais je pense qu'on a aussi beaucoup bonifié, surtout avec la présence du chef d'État Déby, qui est lui seul, voilà, mais aussi un allié qui savait aussi compter justement, je dis par rapport à leur expérience, je parle de la France notamment. D'accord. Alors effectivement, deuxième question, parce que au niveau effectivement de la zone des 3 frontières, c'est 1200 hommes que Déby avait effectivement dépêchés. Des informations font état de ce que ces hommes-là sont en train de décamper. Et donc là, la deuxième question que j'ai, c'est en fonction, compte tenu de la situation, parce que quand la France a salué la disparition d'un ami courageux, elle a aussi dit qu'elle est plus préoccupée par la stabilité du Tchad. Donc, question, est-ce que la communauté internationale dans cette affaire-là s'accommodera avec Déby fils et son équipe présentée par certains comme des putschistes, ou bien elle va bander les muscles pour instaurer comment on appelle ça, une transition civile comme elle l'a exigé au Mali, après avoir accepté que c'était un départ assisté de IBK? Ben, je pense que ça rejoint un peu les préoccupations, ou sinon l'analyse du susment de... Ah non, je crois que c'est aussi ça. En termes de géopolitique, souvent les contextes des acteurs, alors il faut d'abord analyser le contexte.
c'est important, les contextes diffèrent d'un contexte à un autre. Donc quand on analyse les contextes, après on analyse les acteurs. Et donc si on regarde l'analyse des contextes, des acteurs, on regarde les rapports de force en présence, et puis en fonction des situations, évidemment, c'est clair que par moments ça peut sembler incohérent, mais aujourd'hui on est tous unanimes que face à cette menace aujourd'hui par rapport à, je dis, du rôle que joue le Tchad évidemment dans cette lutte contre le terrorisme, si on va vers, j'allais dire, un durcissement, et je l'ai dit aussi peut-être en fin de mon développement, c'est un allié sur lequel j'allais dire le Tchad, comme on appelle ça, la France appuyait. À titre de rappel, vous savez qu'aujourd'hui la base de Serval puis de Barkhane est aujourd'hui à N'Djamena. Donc vous imaginez que le pays là se trouve aujourd'hui dans une situation incontrôlable. Mais je dis ça allait prendre. Donc par moment il y a des concessions. Par moment, il y a un certain nombre de réglages, il y a un certain nombre d'analyses, j'allais dire un peu plus profondes, plus poussées, où on regarde sur quel aspect on met peut-être plus l'accent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par moment, on a l'impression que le traitement qu'on fait, revenant à un cadre un peu plus global par rapport aux États africains sur un certain nombre de questions, ne sont pas forcément les mêmes indicateurs, les mêmes éléments qu'on prend pour analyser un certain nombre de comportements ailleurs dans d'autres régions du monde. Parce que simplement l'analyse, comme je l'ai dit, on regarde les forces en présence, on regarde les acteurs, mais aussi on regarde un peu plus loin la situation qui peut être ou entraîner un chaos. Donc on sait aujourd'hui, je l'ai dit aussi quand j'intervenais pour la première fois, je disais c'est un verrou aussi, un peu comme on le disait le Burkina. Donc aujourd'hui si le Tchad est déstabilisé, vous imaginez que on est parti encore pendant encore des années, parce que la situation semblait plus ou moins stable, en tout cas depuis quelques instants, même s'il y a par moment des tentatives de vérité, il y avait aussi par moment une certaine j'allais dire présence ou des attaques, mais on a senti que la capacité de nuisance des terroristes a vu, je veux dire, une certaine réduction, et cela a été dû aussi notamment à la présence, comme vous l'avez dit, de ces soldats, de ces combattants aguerris qui n'ont pas hésité, j'allais dire, à se projeter au niveau des 3 frontières. Donc aujourd'hui, on peut pas traiter cet acteur-là. Donc peut-être pour emprunter votre mot, on est obligé en griffe peut-être de s'accommoder, de voir et croire. C'est peut-être ça qui explique aussi la précipitation tout de suite, justement, de la communauté internationale et de la France d'acter, puisque entre-temps, on sait aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'on est dans un contexte où une rébellion qui était pratiquement au port de N'Djamena. Donc si la France n'a pas, parce qu'on l'attendait aussi, qu'elle intervienne comme par les autres fois, on se rappelle de 2006, de 2008, si elle n'a pas intervenu, bon, aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est obligée peut-être de la façon tout de suite, en griffe aussi, une fois de plus, de la doubler, j'allais dire le CMT, ok, cela va certainement amener plus ou moins les acteurs, comme je l'ai dit aussi au début, de regarder un peu plus loin que les intérêts aujourd'hui pour éviter qu'on se retrouve avec un stade totalement désarticulé et qui va certainement avoir des effets sur les autres États. Donc par moment, il y a ce semblant d'incompréhension, mais je dis une fois, quand on emprunte un certain nombre de grilles de lecture, on peut ne pas forcément appliquer les mêmes règles si quelque part, c'est ce que l'opinion publique très rapidement a tendance à faire des comparaisons pour comparaison. On peut comprendre légitimement, mais entre aussi les menaces de déstabilisation de certains États qui sont, j'allais dire, aujourd'hui au cœur de cette lutte, comme l'exemple du Tchad, on peut peut-être raisonnablement, j'allais le dire, essayer de comprendre un peu cette attitude, même si il y a encore des choses à redire là-dessus. Dernière question, effectivement la situation géographique du Tchad entre la Libye, le Nigeria où il y a Boko Haram, le Soudan, bon ça s'est calmé un peu du côté du Soudan, et puis le Cameroun où il y a une crise politique, sa situation géographique fait qu'elle a une zone stratégique, le Tchad a une zone stratégique, et puis Barkhane, comme vous l'avez dit, est stationné là-bas. Donc maintenant la question c'est, si effectivement ces gens-là sont adoubés entre griffes, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait également un engagement d'une coalition armée contre la rébellion, au cas où la rébellion voudrait toujours continuer sa progression, comme on l'a vu au Mali, où quand les bandes armées déferlaient sur Bamako, il y a eu cette coalition internationale qui est allée combattre aux côtés des forces armées maliennes. Est-ce qu'au Tchad on pourrait avoir une telle situation au nom de la stabilité? Je pense que c'est envisageable. Je dis avec les clés d'analyse qu'on a aujourd'hui, moi je ne vois pas
j'allais dire, ce scénario se profiler à l'horizon. Déjà, oui, je veux dire en termes de risque, il faut déjà la menace, elle est évaluée dans son ensemble. Après, on va évaluer les risques. Mais je veux dire, pour le moment, je veux dire, quand on regarde le fond, c'est vrai qu'il y a quelques contradictions en interne. On a vu, je l'ai dit aussi par le passé, l'attitude notamment de la France, pour ne pas la nommer, qui quelque part a aidé souvent le régime qui était dans certaines difficultés à reprendre le poids de la bête. Et là, cette fois-ci, on a vu une sorte de, j'allais dire, d'inactivité, mais quand bien même quand on observait les événements de très près, mais il n'y a pas eu, j'allais dire, ce soutien attendu. Une rébellion, c'est d'abord une affaire interne. Je pense que c'est déjà ça, c'est vrai. Maintenant, après, au regard de peut-être des actes qui sont posés sur le terrain, souvent on peut passer d'une rébellion après. Vous parlez des exemples du Mali. Au départ, c'était une rébellion, mais après, on a compris qu'elle s'est mutée, je veux dire, en activité terroriste. Et donc, c'est pourquoi, justement, la coalition internationale s'était, j'allais dire, déployée, parce qu'on ce n'était pas véritablement contre la rébellion, mais plutôt contre l'activité terroriste qui avait été lancée comme offensive et qui risquait de déstabiliser le Mali. Donc pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Je pense qu'actuellement, c'est une rébellion. Donc c'est une affaire, j'allais dire, tchadienne, c'est une affaire interne, donc entre des acteurs eux-mêmes. Donc ce qui a fait qu'on a laissé, j'allais dire, l'armée loyaliste, justement, contrer cette avancée, cette offensive. Maintenant, après, s'il se trouve que des indications très claires montrent qu'il y a, j'allais dire, au sein de cette armée, j'allais dire, des agendas terroristes ou des activités qui ressemblent plus ou moins, j'allais dire, à une menace terroriste ou à des activités allant dans ce sens, en ce moment, peut-être que les choses pourraient être révisées. Mais en l'état actuel, je pense qu'on a affaire à une rébellion. D'accord. Alors, juste pour me parler un peu de la position stratégique du Tchad. Oui. On a rappelé aussi les enjeux avec la question communautaire, avec au niveau de l'armée, l'unité qu'il faut instaurer et réussir surtout la transition. Certains estiment que les ingrédients sont réunis pour aller vers le syndrome libyen si la crise est mal gérée. Est-ce que c'est également votre analyse? C'est justement cette inquiétude, surtout que on sait que la plupart des combattants, on l'a dit à plusieurs reprises, sont venus de ce théâtre d'opération en général et ils ont fait non seulement les armes, mais bon, je crois que l'offensive a été lancée de là-bas. Et on l'a dit aussi, on l'a dit aujourd'hui, le positionnement stratégique ou géostratégique du Tchad, en tout cas dans la région, qui est entre non seulement la région sahélienne, mais aussi avec Boko Haram, on l'a dit, pour aller un peu plus loin en Afrique de l'Ouest, subsaharienne, mais aussi avec le Soudan et d'autres régions où l'armée tchadienne a intervenu, a essayé plus ou moins d'apporter aussi, j'allais dire, sa contribution, mais très remarquable, pour essayer, même si elle n'a pas pu finalement endiguer la menace de façon plus globale, mais elle a réussi certainement à contenir un certain nombre de vérités pour garder la région plus ou moins stable dans une moindre mesure, j'allais dire, parce que une fois de plus, on a dit contre les terroristes, c'est tout juste à défaut de les anéantir, de les nuire totalement, enfin de les anéantir totalement, on peut quand même réduire les capacités de nuisance. Ce qu'on reconnaît en cela, la contribution du Tchad et notamment avec son défunt président. Donc aujourd'hui, si les choses effectivement, c'est pourquoi je parlais d'entrée de jeu, de que les acteurs tchadiens, que ce soit au niveau politique, mais un peu plus loin, que ce soit les composantes même de la société dans son ensemble, y compris la société civile dont on a fait cas tout à l'heure, mais de l'ensemble de l'élite, de tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, intelligentsia, toutes les composantes de la communauté doivent comprendre aujourd'hui que c'est vrai, il y a la stabilité du Tchad, il y a je veux dire, des revendications qui étaient là depuis longtemps. Je crois, a fait très bonne analyse là-dessus, notamment la question des communautés, je veux dire, au niveau des acteurs politiques, il y a eu aussi au niveau des questions des droits de l'homme. Donc on peut mettre aussi, j'allais dire, une très bonne, j'allais dire, cartographie des menaces, justement, qui planent sur le Tchad. Et si on ne sait pas lire, j'allais dire, de façon très froide, les décrypter, voir quel type de menace peut finalement devenir, j'allais dire, un risque majeur pour
déstabilisation de l'État tchadien. Je pense que les ambitions des uns et des autres ne pourront certainement pas voir le jour. Je crois que c'est pourquoi je parlais au sens peut-être élevé du peuple tchadien qui doit comprendre qu'aujourd'hui, quand on a eu un dirigeant qui était à la tête d'un État pendant 30 années, suivez mon regard, c'est pas toujours évident dès les premiers instants qu'on puisse tout de suite là maintenant solutionner, je vais dire, ou aller dans des règlements de compte. On irait vers d'autres scénarios. Et je crois que c'est ce qu'il faut déjà éviter. Donc si on comprend cela, et que ce soit la communauté internationale, et que ce soit la communauté régionale avec les acteurs, justement parce que peut-être que ces acteurs-là, il faut pouvoir aussi qu'ils apportent leur contribution aujourd'hui à aider à résoudre, j'allais dire, ce cas tchadien, parce que si ce cas il est mal géré, on peut imaginer les répercussions pour les autres États aujourd'hui qui sont dans cette lutte contre le terrorisme. Je pense notamment aux États les plus fragiles dans cette lutte-là qui sont les États des trois frontières, je parle du Mali, du Niger et du Burkina. Donc je crois qu'on sera une fois de plus sans verser dans un optimisme béat. Je pense que les acteurs et avec la contribution de tout le monde pourront éviter, je pense, même si il y a des raisons légitimes d'avoir des inquiétudes, mais on pourra se retrouver et puis analyser froidement et comprendre qu'aujourd'hui il n'y a pas que le Tchad, mais c'est toute la région et même la communauté internationale. Je crois qu'au moment où nous parlons, les uns et les autres sont dans des analyses très fines pour pouvoir comprendre et éviter que ce scénario-là, parce que ce ne serait pas uniquement que le Tchad, mais c'est toute la région. Voilà. Juge, voilà. Oui, mais ce que Kouaga dit est tellement intéressant, c'est qu'il y a comme des vases communicants dans les situations qui ont été créées depuis la Libye. Parce que quand vous regardez même les facts, je disais à un moment donné, c'est un certain Mahdi qui l'a créé en 2016, quand il va en Libye, mais il combat aussi auprès des forces de Misrata, il combat celle Haftar. Après, il arrive à faire un genre de pacte de non-agression et tout. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, il a mis la pression, depuis que Haftar a échoué à passer devant Tripoli, il a mis la pression pour que la plupart des mouvements qui sont étrangers en Libye, mais qui foutent le camp. Mais le FAC va aller où? Puisque la mission première, c'est même pas d'aller combattre en Libye. On va en Libye parce que là-bas, il y a des armes qui circulent. Pour peu que vous ayez un bon camp avec lequel vous combattez, la contrepartie, c'est que vous allez être surarmé. Et maintenant, quand ils descendent, au départ, je pense que quand j'écoutais par exemple quelqu'un comme Alain Foka qui disait avoir eu le président 4 jours avant, ils ont parlé notamment de l'incursion des FACT dans le territoire tchadien depuis le 11 avril et que le président Idriss Déby Itno, il minimisait un peu la portée de cette descente-là. Mais il a été pris de court parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que la colonne qui était en train de descendre, ce n'était pas celle habituelle. Donc il fallait prendre la chose au sérieux. Et puis un homme de guerre comme il est, qui aime aller au terrain et travailler sur la stratégie, il y est parti. Maintenant, est-ce qu'en y allant, il n'y avait pas quelque chose même qu'il y attendait? Ça, on ne saura pas. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui. Mais pour revenir à ce que je disais à un moment donné, c'est que il y a des vases communicants. Et encore, la question libyenne revient donc ici. Le territoire sert encore de base arrière. On va se donner de la force et on revient déstabiliser en espérant à un moment donné impacter de sorte à ce qu'il y ait un changement qui soit à notre faveur et on revient. Donc ça devient compliqué. Et la question libyenne, ce n'est pas seulement tchadienne, ce n'est pas l'onde de choc tchadien aujourd'hui, même au Burkina. On va le sentir. Donc tant que ces choses-là ne sont pas réglées, mais ne comptons pas. Et ça, soyons clairs, ne comptons pas sur ceux qui ont créé le problème pour le résoudre. Parce que pendant qu'il y a problème, le pétrole libyen continue d'être bien pompé. Même quand vous parlez du Tchad, il y a bien ses capacités aussi pétrolières. Ça serait encore bien pompé, ils vont continuer de commercer. Mais tant qu'on continue de commercer, qu'on discute avec des groupes qui ne sont pas assez forts et dont les contreparties demandées sont assez intéressantes pour nous, la situation et l'enlisement s'arrangent. Pas peut-être le peuple tchadien, pas celui libyen, mais suivez mon regard. Donc il faudrait que par nous-mêmes on commence à réfléchir comment est-ce qu'on trouvera nos solutions. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Le Tchad, même si on a grandi un peu et on a sublimé ce que ces forces-là valent forcément sur le terrain, mais elles ont un impact qui était très probant sur le terrain. Je pense que pour peu qu'on ait suivi l'évolution du combat au Mali, on a pu comprendre que ces forces-là ne se sont pas amusées sur le terrain. Et ça, c'est une réalité, puisque quand vous avez des personnes, prenez le cas du président,
ils vont dans les maquis, ils font des milices, ils sont sur le terrain de la même façon dont fonctionnent aujourd'hui nos terroristes. C'est comme ça, eux, ils ont fonctionné pour revenir prendre le pouvoir. Donc ils sont rompus à cette façon de faire la guerre. La plupart de nos armées traditionnelles que nous avons ici, est-ce qu'elles ont eu ce vécu-là? Ça fait combien d'années depuis nos indépendances, depuis qu'on a entendu parler de milices dans nos pays? On a des armées régulières, c'est tout. Après on prend des contingents, on s'en va prêter mes fautes, ailleurs on revient. Eux, ils sont habitués à ça. Avoir des gens dans le maquis, avoir des gens qui sont des miliciens qui ont une façon de fonctionner, une façon de mener la guerre qui est très différente. Donc ça, même si pour ce que vous disiez de la puissance de feu, quand vous prenez, je pense qu'il y a quand même une référence, GFP, Global Firepower, qui chaque année essaie de stratifier les armées selon les puissances et donc selon ce qu'elles valent. En Afrique, c'est l'Égypte qui vient en première position et qui est la seule puissance africaine qui est dans le top 10. Quand vous venez après, vous allez voir encore des pays du Maghreb, vous allez voir l'Afrique du Sud, vous allez voir le Nigeria. Le Tchad, regardez, le Tchad venait en 2020 en 14e position. Je pense qu'après c'est 15e position pour ce qui est du dernier classement. Donc en termes de puissance de feu, c'est pas vraiment ça qui positionne le Tchad, mais c'est la façon d'être rompu à l'art d'une guerre qui est imposée par un ennemi qui utilise presque les mêmes façons de fonctionner que celles des milices, que celles qui ne sont pas celles comment dire ça, d'armées conventionnelles. Donc ça, c'est un atout. Et je dis aujourd'hui, avec la situation dans laquelle se trouve le Tchad, moi même si j'y suis et que j'étais à la place du fils, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais prioriser les problèmes de mon voisin lorsque chez moi-même il y a le feu. Ça aussi, c'est humain. Donc il y aura un impact. Il y aura un impact qui est clair. Mais bon, quand vous regardez, vous vous demandez par où est-ce qu'on va sortir. Mais moi, il y a une question que moi je vais vous poser parce que c'est là le nœud de tout. Vous connaissez un peu. Quand on parle de questions comme le Tchad, on parle de ses armées, de ses réalités. Mais aujourd'hui, il y a un flou tellement fort autour de la mort de Idriss Déby. Est-ce que vous pensez que la question d'un complot, c'est-à-dire non de quelqu'un qui est mort au fond sous des balles, comment dire cela, d'un camp d'en face, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui tient? Je pense que c'est une hypothèse qui est de plus en plus, j'allais dire, débattue dans les espaces. Mais en tout cas, pour le moment, je veux dire, on est au stade encore des spéculations. Je préfère, c'est-à-dire ne pas donner de réponse très ferme, à s'en tenir justement ce qui est dit officiellement. Il allait au fond, il a été atteint mortellement, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent intriguer. Quand on regarde la précipitation avec laquelle, je le disais aussi, à moins qu'il ait certainement peut-être préparé cela lui-même. Ça, c'est une possibilité. Je disais que de toute façon, il a dit dans certaines interviews qu'il préférait, lui, j'allais dire, un homme qui a fait toutes ses armes, qui a donné toute sa jeunesse, j'allais dire, en tant que patriote, qui préférait mourir au front. Donc, je crois qu'on l'a même dissuadé, selon les informations, voilà, qu'il ne parte pas sur le front, il est parti. Il peut avoir, je veux dire, pour le connaissant aussi, je veux dire, la personnalité, je veux dire, comme sa particularité, il pouvait peut-être aussi préparer. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui son fils, même s'il semble jeune, je crois qu'ils ont 37. Pratiquement le même âge. Je crois que lui il est venu au pouvoir à 38 ans, son fils a 37 ans. Je crois qu'il avait été aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, il a été préparé. Quand vous regardez, c'est vrai, en termes de grade, oui, mais quand vous regardez tous les généraux qui l'entourent, et vous avez vu très rapidement cette unanimité autour de sa personnalité, ça semble un scénario qui, à mon sens, on a encore peut-être des jours pour encore décrypter, mais les choses semblent avoir été plus ou moins préparées pour envisager, comme en stratégie, des plans B ou des plans C. Oui, donc ça, je veux dire, ça c'est de façon d'analyse, je dis un peu plus ou moins scientifique, on peut avoir envisagé ces scénarios. Sinon, on aurait assisté aujourd'hui immédiatement à un chaos. Maintenant, la thèse du complot, de la théorie du complot, peut-être c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que aujourd'hui, je l'ai entendu également comme vous, mais je préfère ne pas m'avancer parce que j'ai pas d'éléments, j'allais dire assez probants
pour pouvoir m'avancer dans cette hypothèse de théorie du complot. Aujourd'hui, on est dans une autre réalité. Il y a un coup d'État, c'est clair, c'est assumé par un conseil militaire de la transition. Au départ, il y avait aussi pour ceux qui, là, comme fait observateur, qui se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Un coup d'État qui est fait par un fils pour maintenir un pouvoir dans un camp, ou c'est celui fait par une armée. Parce que quand vous regardez, bon, quand on parle de l'armée aussi tchadienne, c'est vrai qu'on voyait des généraux à côté, mais chez eux, les généraux, il y en a à l'appel. Hein. On parle de 400 à 500 généraux dans une armée qui compte 40 à 50 000 hommes. C'est pas petit. Maintenant, quand vous regardez, on parle de dissensions même au sein de l'armée qui sont quand même assez fortes. Au départ, pour certains, quand on regarde, on se demande, mais est-ce que c'est le fils ou c'est vraiment c'est une armée qui s'est assumée pour éviter qu'il y ait un retour peut-être vers le civil, parce que quand on dit la constitution, c'est un retour vers la réalité civile, hein, de la gestion du pouvoir. Oui, il y a des choses... Mais quand on regarde aussi la charte de la transition qui est sortie, c'est hier, non? Oui. On se rend compte que tous les pouvoirs sont concentrés par le fils. Ah oui. Non, je dis qu'il y a quelque chose que vous dites qui aussi est apparu un peu dans nos analyses. On peut comprendre effectivement qu'en termes de rapport de force, contrairement à ce qui est dit, que le président défunt était allé au front, qu'ils étaient arrivés à inverser la tendance, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme on prétend. Et qu'en analysant les rapports de force, c'est ça aussi en termes de stratégie, qu'on comprenne que déjà lui, je l'ai dit aussi, il y a une autre hypothèse qui n'est peut-être pas encore brandie, c'est dit que lui-même il serait décidé de ne pas se faire capturer, hein, de ne pas se faire capturer, de ne pas se faire humilier, un peu à l'image de ce qu'on a vu en Libye. Et donc ce scénario-là, quelque part, aujourd'hui nous sommes sur des plateaux, nous parlons d'Idriss Déby, nous parlons de ses faits de guerre, nous parlons de son courage, de beaucoup de choses. C'est encore beaucoup plus reluisant que de l'avoir dans une autre posture. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, évidemment, aujourd'hui, je l'ai dit aussi, à un moment donné, on a senti que l'armée française était plus ou moins inactive, regardez. Parce que comme je l'ai dit, c'est une rébellion, donc c'est une affaire tchadio-tchadienne, et donc elle ne pouvait pas, contrairement peut-être aux autres années, elle a changé de posture. Et donc en appréciant, je vais dire, les réalités du terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a peut-être décidé très rapidement, le coup d'État il est imparable. Hein. À partir du moment où on a dissous les institutions, à partir du moment où il y a des militaires à la tête, ça c'est même pas discutable, ce sont des éléments qui, je veux dire, caractérisent ou qui concrétisent, j'allais dire, un coup d'État. Maintenant, comment est-ce qu'on qualifie ce coup d'État? Il y a plusieurs adjectifs pour le qualifier, vous avez emprunté certains éléments, mais on peut aussi effectivement, pour terminer, pour dire qu'en regardant cette situation, c'est vrai qu'au sein de l'armée, forcément il y aura des dissensions, il y a forcément des mécontents, tout le monde n'est pas dans le comité militaire de transition, donc ce sont les plus, j'allais dire, de fidèles, ceux qui étaient plus ou moins très proches, j'allais dire, du père, j'allais dire, qui ont fait certainement preuve de beaucoup de loyauté, qui sont aujourd'hui, j'allais dire, mises je vais dire, en ligne de mire pour pouvoir accompagner le fils. Donc tous ces, je vais dire, ces éléments d'analyse mis ensemble, c'est pourquoi je disais à un moment donné, sans aller très loin, que ça semblait à quelque chose, même si on regarde qu'on a l'impression que c'est un imbroglio, mais on a l'impression qu'il y avait quand même une certaine préparation. Et pour moi, le plan B, le plan C, avec peut-être la contribution même du défunt, voilà, qui aujourd'hui évite, il l'a dit à plusieurs reprises, en tant que patriote, que le Tchad aujourd'hui se retrouve dans un chaos, serait remis, j'allais dire, en cause, où j'allais dire, tout le travail qui a été fait en tant que patriote. Donc pour moi, je pense que c'est des choses qui avaient été préparées et avec la contribution du défunt. Et ça, ça fait partie de mes analyses et je l'assume. Ben là, je pense également sur cette balance par rapport à cette préparation, c'est-à-dire que son fils ne peut pas être sur le théâtre des opérations pour rien comme son père. 2009, il a pris part à mater la rébellion à Mdam. 2010, également au front. 2013, au Mali, où il était commandant en second des troupes contre les groupes armés au niveau du Mali. Donc, et qui a pris la responsabilité de la garde présidentielle. Donc, toutes ces choses-là prouvent que c'est quelqu'un qui était au cœur du régime, qui se préparait dans l'ombre. C'est pas pour rien, forcément, c'est pas seulement parce qu'il est militaire, non. Donc il y a une préparation effectivement qui est là, avec la complicité entre griffes de son père par rapport à une telle éventualité. Pour quelqu'un qui refuse
de mourir sur un lit et qui va au front. C'est sûr que lui aussi, à chaque fois qu'il sort, il se dit, si je ne suis pas là, voilà le plan qu'il faut mettre en place. Ça, c'est pas un soldat qui va sortir sans un minimum de préparation pour la relève. Non, c'est pas possible. Donc je pense quand même que Déby, c'est sûr que ces réflexions-là, il les a menées et peut-être il a, avec ses généraux, ses lieutenants, ses loyaux, voilà, certainement préparé la relève avec son fils en fonction des éléments terrain. Souvenez-vous qu'en 2008, quand la rébellion était à quelque part du palais, Sarkozy avait proposé l'exfiltration de Déby. Il a dit, je refuse, même si je veux mourir au palais, je ne bouge pas. Mais c'est à quelques mètres du palais que la rébellion a été stoppée. La France était obligée d'intervenir parce que M. Déby ne sort pas. L'exfiltration refuse, donc je vais mourir au palais. Donc c'est sûr que s'il dit je vais mourir au palais, il y a peut-être un plan pour le remplacer au cas où. Et c'est peut-être que ce plan-là également, il est préparé. Donc que Déby soit tué par une balle des rebelles, que Déby qu'il y ait eu un complot interne. Pour ça, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Mais quand ils te disent que c'est pas préparé, quand on regarde les choses, ce sont des éléments qui ont été préparés. Ça, au moins, on ne peut pas. Voilà. Maintenant, c'est l'incongruité avec le ministre qui doit exécuter les affaires courantes qui est venu comme la surprise de mon point de vue. Merci pour ces différentes lectures, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à Oumarou Paul Koualaga qui était notre convoqué du jour. Avec lui, nous avons parlé justement de la transition qui s'ouvre au Tchad et également ce qui pouvait être fait pour remplacer Idriss Déby, comme on l'a dit, qui était un rempart dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, c'est la lecture qu'on peut faire 48 heures après les événements du côté de N'Djamena. Certainement que l'évolution de l'actualité de ce côté-là peut susciter d'autres convocations, mais pour l'instant, nous allons vous dire merci. D'être passé. Vous êtes expert en relations internationales, géopolitique et stratégie. Vous êtes également coordonnateur pays de International Republican Institute. Merci aussi, messieurs les juges. On se donne rendez-vous demain pour faire la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders Truth TV et Watt FM.